Bonjour les TS2, alors je me bats avec mon ordinateur depuis ce matin, donc j'ai d'énormes problèmes, on va voir si ça marche, j'ai l'impression qu'il enregistre. Et je voudrais donc qu'on avance sur le cours sur l'Afrique, que voici. Et je voulais redire quelques petits éléments sur la partie qu'on venait de voir, hein, sur laquelle on avait terminé, c'est-à-dire les difficultés. Ce grand 1 qui montre toutes les difficultés auxquelles doit s'affronter l'Afrique, que doit affronter l'Afrique pour donc parvenir à se développer. Évidemment, toujours avec une vision un peu globale, alors qu'on verra que les situations sont très diverses. Alors, dans les difficultés, justement, dans cette dernière partie sur l'instabilité, je voulais rajouter quelques éléments, hein, dire qu'il n'y a pas seulement des conflits récurrents, on en avait parlé, hein, il y a eu plus de 200 coups d'État militaires en Afrique depuis 50 ans. Donc l'instabilité politique, hein, elle est permanente à l'intérieur des États aussi. Et donc la question de la construction de la démocratie, d'états de droit stables, eh bien, se pose très fréquemment. Voilà. Donc, dans les menaces, il y avait aussi, on avait vu les zones de non-droit, par exemple, tout ce qui est piraterie dans la partie de la Corne de l'Afrique. Hein, ce qu'on appelle la Corne de l'Afrique, c'est la Somalie, hein, qui est justement livrée, donc c'est une zone grise, comme j'ai déjà dit, qui est livrée à des clans islamiques qui détournent des bateaux. Il y a aussi Al-Qaïda au Maghreb islamique, Al-Qmi, le terrorisme islamiste, hein, AQMI, pardon, qui s'est installé dans le désert après les problèmes qu'avaient connus les islamistes en Afghanistan et au Moyen-Orient. Et puis il y a la secte Boko Haram dans le nord du Nigeria, qui est aussi une secte islamiste qui euh, traverse les frontières, peut enlever des jeunes filles. Voilà. Donc, un continent qui se pose toujours la question de la stabilité politique et dont les élites politiques sont souvent ou parfois corrompues ou dictatoriales. Hein. Et donc, je prendrai juste un cas. Vous avez ici une image du fils du dirigeant de la Guinée équatoriale, un des pays les plus dictatoriaux en ce moment sur la planète, sauf qu'elle regorge de pétrole, donc personne n'ose rien dire. Et donc, c'est la famille Obiang, Obiang. Hein, et ça, c'est le fils Teodorino Obiang, qui a toute une collection de voitures de sport. Certaines sont même plaquées en or. Et c'est l'image d'une Afrique qui est encore sous la domination d'élites politiques extrêmement archaïques et qui ne veillent pas au bien et au développement de toute la population. La Guinée équatoriale a beaucoup d'argent grâce au pétrole, mais cet argent ne parvient pas à la population. Donc, ces difficultés, hein, elles ne doivent pas cacher, grand 2, que l'Afrique aujourd'hui connaît des évolutions, hein, donc des perspectives renouvelées. L'Afrique va beaucoup mieux qu'il y a 20, 30 ans, hein, et donc la croissance économique dans un contexte meilleur, grand A. Il y a toute une série de signes qui montrent que beaucoup de pays d'Afrique se développent et que le continent en général connaît des améliorations. Il y a des facteurs qui montrent qu'il pourrait sortir du mal développement. Alors, je prends par exemple cette image, hein, qui nous montre la situation du tourisme. L'Afrique, c'est 3% du tourisme mondial et pourtant, il y a un immense potentiel touristique. Hein. Vous voyez toute une série de destinations paradisiaques, hein, et puis avec en rose les pays qui accueillent plus d'1 million de touristes. Alors bon, certains d'entre eux sont en difficulté, comme l'Égypte ou la Tunisie, en raison de l'instabilité politique et de l'islamisme radical. Mais globalement, tous ces pays en rose bénéficient de flux touristiques principalement venus du Nord, qui montrent que l'Afrique a un immense potentiel, en particulier dans ce domaine. Donc justement, l'Afrique, c'est un continent qui connaît une croissance supérieure à la croissance mondiale. Hein, donc, ce document est un document d'appui, mais qui n'a rien à voir avec ce que je dis. Donc, prenez bien en compte que
en moyenne, les pays africains ont une croissance annuelle de leur PNB de 4 à 5%. Ça correspond à ce que l'Asie a connu dans les années 70. C'est pour ça que certains pensent que l'Afrique pourrait être l'Asie du 21e siècle et décoller rapidement. Alors, il y a justement toute une série d'indices. Je vous dis, par exemple, on voit apparaître dans la société africaine une classe moyenne. On n'est plus seulement des très très riches et des très très pauvres. Il y a beaucoup de pays. On pense que cette classe moyenne atteint aujourd'hui les 25-30% du continent. Donc des gens qui sont mieux qualifiés, qui ont un meilleur niveau de vie et surtout qui consomment et qui peuvent entraîner l'économie donc dans un cycle vertueux. Voilà, donc il y a une classe moyenne importante en Afrique du Sud, en Namibie. Je vais vous montrer les pays pendant que je le dis, l'Afrique du Sud et la Namibie, dans tout le Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, et puis au Kenya et dans certains pays de ce type. Je suis sûr qu'au Gabon aussi se dessine progressivement une classe moyenne. Évidemment, cette classe moyenne, elle se concentre souvent dans les villes qui sont en train de grandir. Ces villes, ce ne sont pas que des villes infernales composées de bidonvilles, ce sont aussi les endroits les mieux équipés donc, du continent. Dans les villes, il y a 90% d'équipements donc en téléphonie mobile et en Internet à haut débit. Donc, ce défaut des infrastructures qu'on avait vu peut-être de façon générale dans l'espace africain, eh bien, il est pallié en ce moment, il est moins visible dans les villes qui se développent. Donc, on peut dire que globalement, l'Afrique va mieux, et puis même qu'elle a des opportunités pour se développer, elle peut sauter des étapes. Alors c'est ce que montre ce document qui nous montre la proportion de lignes fixes de téléphone à l'ancienne, el fijo de toda la vida, et de téléphones portables mobiles. Et donc le nombre de contrats téléphoniques pour 100 habitants. Et on se rend compte que finalement, si l'Afrique était très en retard en termes d'équipement téléphonique, regardez les colonnes mauves, il n'y avait pas beaucoup d'équipements téléphoniques, comme il n'y avait pas beaucoup de routes, pas beaucoup d'infrastructures, mais les nouvelles technologies, en particulier le téléphone portable, a permis un équipement fulgurant du continent. Beaucoup de gens ont leur portable aujourd'hui, y compris des gens très modestes. J'en ai vu à la campagne au Mali, les gens ont leur petit téléphone portable. Alors que donc, ce portable, il y a quelques infrastructures pour développer le téléphone portable dans un pays, mais il n'y a pas besoin de construire donc, des canalisations, d'enterrer les lignes comme pour le téléphone traditionnel. Donc on voit une Afrique qui est passée d'un sous-équipement total en téléphone fixe à un équipement très important en téléphonie mobile, preuve d'un continent qui bouge et qui se développe. Alors, grand B, c'était un grand A le premier. Vous corrigerez, parce que je ne sais pas pourquoi j'avais des numéros qui traînaient dans ce chapitre. Donc, la force de l'Afrique pour s'intégrer à la mondialisation, c'est d'abord évidemment des ressources immenses. Certains d'entre vous l'avaient dit quand je vous posais des questions sur l'Afrique. Et donc, dans ces ressources, bon, il y a un texte que je fais lire d'habitude quand on est en classe, mais si vous voulez, vous faites une pause sur l'image, puis vous en tirez quelques chiffres, mais je vais vous en donner. Je préfère plutôt mettre une carte qui va apparaître maintenant. Et non, mon ordinateur se bloque, donc je vais parler un peu avant qu'il se débloque. Là, voilà. Donc, l'Afrique, c'est donc un continent qui regorge de ressources, comme on l'a vu dans le Sahara, comme vous l'avez certainement vu avec Monsieur S et dans la dissertation que je vous ai donnée. Donc, c'est le moment de prendre, d'incorporer des données que vous avez vues sur le Sahara, notamment pour ce qui est des énergies. Donc, il y a des hydrocarbures dans l'ensemble du continent. Et deuxièmement, des minerais. L'Afrique, c'est un tiers des réserves de minerais de la planète. Alors, les hydrocarbures et les énergies, c'est du pétrole, donc en Algérie, en Libye, les grands pays pétroliers, vous les connaissez depuis le début de l'année, puisqu'on s'est déplacé sur une carte mondiale, sur un planisphère de la mondialisation. On s'est placé les PED émergents, donc vous pouvez y aller, le Gabon, l'Angola. Et justement,
il y a enfin aussi de l'uranium, donc qui est un minerai, mais qu'on peut utiliser pour le nucléaire civil. Hein, et vous savez que le Niger, vous l'avez certainement vu quand vous avez fait le Sahara, est un des premiers producteurs mondiaux d'uranium avec la Namibie. Et donc, par exemple, la France, hein, dont l'énergie électrique est à quasiment les trois quarts nucléaire, eh bien, doit coopérer avec ces pays et importe beaucoup d'uranium. C'est aussi donc en Afrique qu'on trouve l'essentiel du platinium et du cobalt de la planète. Hein, ce sont des métaux qui sont très importants dans les nouvelles technologies. Vous vous rappelez ce qu'on appelle les métaux rares. Donc l'Afrique se place sur le marché international. Je vous avais parlé de la République démocratique du Congo, hein, dont le président Mobutu parlait de scandale géologique, hein, que son pays était un scandale géologique tellement il était riche en matières premières. Et donc, cette situation africaine permet, hein, en plus d'une série de matières premières donc agricoles, de produits agricoles comme le café en Éthiopie, au Kenya, le cacao de la Côte d'Ivoire, les fruits tropicaux, l'ananas, qui est d'exportation de beaucoup de pays d'Afrique centrale, et évidemment, j'ai oublié le coton, hein, dans toutes les marges du Sahel, que ce soit le Bénin, le Togo, le Ghana, le Nigeria, le Burkina Faso. Aujourd'hui, on a planté énormément de coton et parfois ce coton, hein, eh bien, il permet de plus en plus de fixer des entreprises de transformation textile. Hein, on passe du secteur primaire au secteur secondaire. C'est le grand défi de l'Afrique. Hein. Là, on a parlé d'une économie de prédation, de rente des ressources du continent. Et le grand défi, c'est de passer donc au secteur secondaire, voire au secteur tertiaire. Donc voici pour ce grand A, pardon, ce grand B. Et donc maintenant, il resterait la partie qui nous montre qu'effectivement, il y a toute une série de facteurs qui permettent à l'Afrique de s'intégrer dans la mondialisation. Alors, dans ces facteurs, voyons voir, évidemment, l'Afrique est aujourd'hui, hein, étant donné que c'est un continent qui croît, les pays qui accumulent des devises, des réserves, cherchent des endroits de la planète où ces réserves, hein, ces placements financiers vont rapporter. Donc, l'Afrique est devenue intéressante alors qu'on avait peur d'y investir il y a encore quelques années. Et vous savez que les grands flux d'investissement, hein, les IDE, vous voyez ici les IDE positifs, hein, les IDE négatifs, c'est pas que ça va mal, c'est l'Angola et l'Afrique du Sud, ce sont des pays riches, hein, qui ont justement des réserves d'argent et qui les investissent en Afrique ou ailleurs, très souvent en Afrique, chez leurs voisins. Donc les pays qui reçoivent de l'argent de plus en plus en Afrique le reçoivent, vous le savez, principalement de la Chine et de l'Inde, mais principalement de la Chine, avec donc une méthode d'investissement chinois qui est la concession d'exploitation de matières premières en échange de construction d'infrastructures quasiment clés en main, hein, l'aéroport et le métro d'Addis Abeba en Éthiopie, là où on voit une petite boule là, hein, construite par les Chinois, des ports, des autoroutes, des chemins de fer. Depuis les années 60, les Chinois sont présents en Afrique. Vous vous rappelez que la théorie des trois mondes, et depuis que la Chine a décollé économiquement, elle veut s'assurer donc des matières premières en Afrique, l'approvisionnement en matières premières africaines, mais en échange, elle participe à un réel développement très concret de ces pays qui s'endettent, mais qui, contrairement à avant avec la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, voient des résultats concrets dans leur économie. Et puis, donc aussi, hein, l'investissement chinois n'est pas toujours positif pour les pays africains. Je n'ai pas d'endettement, mais les Chinois pratiquent aussi beaucoup de land grabbing. Hein, ils achètent des terres pour produire des matières agricoles qui ne restent pas en Afrique, qui s'en vont en Chine. Et ça, c'est un des problèmes, mais ça participe d'une certaine façon au décollage économique. Donc ça, c'était des exemples d'investissements chinois. On a, par exemple, en Zambie, hein, la copper, les mines de cuivre zambiennes sont parmi les plus importantes du monde. Donc les Chinois participent à des investissements en Zambie. En échange, ils obtiennent des concessions sur l'extraction du cuivre
qui est très important dans l'industrie, dans l'électricité. Donc, l'Afrique s'intègre progressivement dans la mondialisation, hein, beaucoup plus qu'il y a 20 ou 30 ans. Effectivement, sa relation avec le monde est principalement, et son décollage économique est principalement lié à l'augmentation du prix des matières premières. 80%, c'est ce que montre le graphique de droite, 80% des exportations de l'Afrique sont encore des matières premières, mais ça change. Hein, comme je vous l'ai dit, l'Afrique s'intègre aussi par le textile qui est de plus en plus produit. Les Chinois délocalisent du textile chinois en Éthiopie, au Kenya, dans différents pays. Donc l'Afrique, c'est aussi évidemment l'exportation de matières agricoles avec de grands succès. Par exemple, les fleurs du Kenya qui voyagent semi-congelées à très basse température en avion, pas très écolo, mais ça rapporte beaucoup d'argent vers l'Europe. L'agriculture de contre-saison, hein, donc pendant que nous on est en hiver, eh bien l'hémisphère sud est en été, et donc l'Afrique du Sud envoie toute une série de fruits et de légumes qui poussent donc à contre-saison, à l'inverse donc de l'Europe. Alors dans ces nouveaux acteurs africains, hein, qui montrent que le continent est en plein décollage économique et s'intègre à la mondialisation, eh bien, il y a donc des FTN africaines. Hein, on sait qu'en Afrique, il y a un pays émergent, une puissance régionale émergente, qui est l'Afrique du Sud. On en parlera quand on fera le bilan du Grand 3. Mais il y a toute une série d'entreprises. Hein, et dans les 100 premières, on trouve 7 entreprises, 7 FTN, dont 6 sud-africaines. Alors, j'ai pris 2 exemples qu'il faudrait noter dans une copie pour faire un peu vivre la copie et montrer qu'il y a des exemples concrets de décollage. D'un côté, c'est MTN, hein, qui est le géant des communications, des télécommunications africains, et donc une compagnie de portable, hein, de téléphonie mobile, et qui est donc s'est implantée dans 22 pays hors d'Afrique du Sud, dont la plupart sont africains. Et puis, plus intéressant encore, LC Wedi Electric, qui est une compagnie égyptienne qui s'est spécialisée dans les câbles, le câblage de tout type, en particulier les câbles sous-marins. Et donc, LC Wedi est devenu leader mondial. Hein, ces câbles sont les plus compétitifs au monde, le leader mondial dans le domaine du câblage électrique et câblage sous-marin. Vous voyez bien qu'on voit apparaître un visage d'une autre Afrique, une Afrique aussi qui parfois attire des services du tertiaire, hein, par délocalisation des centrales d'appel. Vous vous rappelez, hein, on sous-traite toute une série d'appels téléphoniques dans des pays du Sud où la main-d'œuvre est moins chère, mais ça permet donc des transferts d'emplois vers l'Afrique. Autre élément positif, hein, qui montre que ça va mieux progressivement, c'est le développement d'organisations économiques régionales, OER, africaines. Bon, elles sont loin d'être aussi intégrées que l'Union européenne, mais elles ont un bon succès. Et donc, on pourrait en retenir quelques-unes. Je proposais ici l'UEMOA, hein, qui est donc une demi-douzaine de pays francophones qui possèdent la même monnaie depuis longtemps. Hein, c'est le franc CFA. Donc, c'est l'exemple d'une OER africaine qui marche bien. On peut marquer aussi la COMESA, marché commun de l'Afrique orientale et australe, hein, qui est donc tous ces pays qui sont en grisé bleu. Et donc, voilà, et j'avais mis aussi la SADC, donc tous ces pays qui sont violacés, hein, qui est la communauté de développement d'Afrique australe. Vous en prenez une ou deux, hein, pas la peine de toutes les apprendre, mais ça montre que l'Afrique, de plus en plus, est en train de copier des modèles qui ont marché dans d'autres régions du monde, et donc des coopérations, des ouvertures de frontières qui permettent de monter en concurrence, mais aussi de stimuler les marchés. Voilà, il existe aussi des acteurs non gouvernementaux, hein, comme les ONG. Ça, c'est le logo de l'ONG de notre collègue M. Moreau, qui est professeur de CE2 et qui a une petite association qui s'appelle le Projet Niger, qui travaille avec le Niger, qui donc construit dans une vallée en périphérie de la capitale des écoles, hein, parce qu'on manque d'écoles. Donc on peut dire qu'il y a toute une série d'acteurs du Nord
d'ONG, la coopération luxembourgeoise, publique ou indépendante. La coopération luxembourgeoise, c'est le service de développement du ministère des Affaires étrangères luxembourgeois. Il y a de l'argent public des pays du Nord qui s'en va vers les pays africains. Il y a aussi des ONG qui lancent des projets et beaucoup de ces projets sont intéressants. Mais beaucoup plus important que cette aide venue du Nord et des Blancs, il y a justement un thème qu'on a déjà vu plusieurs fois, les transferts financiers. Bon, mon document date un petit peu, mais vous connaissez, on a déjà parlé de ce thème-là. C'est d'ailleurs ce qui fait le plus de bien aux pays du Sud. C'est ce qu'on appelle les remises de migrants. Donc l'argent qu'envoient les migrants qui sont partis à l'étranger, dans les pays du Nord ou dans des PED émergents, qui gagnent donc un salaire et qui en envoient une partie à leurs compatriotes. Et c'est une entrée d'argent extrêmement importante. Si vous regardez dans la liste, il y a une série de pays africains dont voilà, le Nigeria, par exemple, c'est 4% de son PIB, dans un pays qui est quasiment constitué de 200 millions d'habitants, que 4% du PIB viennent de l'émigration nigériane aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou dans d'autres pays, eh ben, c'est important. Le Lesotho, on voit aussi, le Maroc, où donc cette quantité d'argent au Maroc peut représenter quasiment 10% du PNB. Effectivement, je n'avais pas dit de bêtises, pour des pays comme le Maroc, l'Égypte, le Nigeria, on est bien entre 5 et 10% du PNB qui est constitué par ces arrivées d'argent des migrants donc, qui, de ces pays, sont partis dans les pays du Nord ou les pays PED émergents plus riches. Alors justement, cet argent, quand vous vous promenez dans ces pays-là, si vous êtes déjà allé au Maroc, souvent dans les montagnes de l'Atlas, vous voyez une grande maison dans le village. En général, c'est la maison du gars qui est ouvrier en France, agriculteur en Espagne, mais qui a envoyé une grande partie de son argent dans son pays d'origine, et ça sert au développement local. On dit aussi que donc, cette barrière de reforestation que vous voyez sur ce document, qui essaye de barrer la progression du désert en raison du réchauffement climatique dans beaucoup de pays du Sahel, S-A-H-E-L, eh bien, bon, c'est un projet entre les gouvernements de reforestation, de reboisement, mais c'est aussi souvent des villages qui reverdissent grâce aux aides qui sont arrivées donc, des migrants, que l'on va transformer en l'achat d'une motopompe. On fait un puits avec un moteur à pétrole et ça permet de replanter donc, des cultures, aussi des arbres. Et donc, l'apport de ces migrants est extrêmement positif dans certains pays. Aussi un autre exemple pour montrer que cette Afrique donc, qui se développe, elle peut se développer autrement que par les modèles classiques, industriels, donc économie de ressources, économie de prédation. En Algérie, donc on essaye de développer un tourisme rural durable sur la base de la culture, justement en évitant les grands hôtels et qui profitent aux populations locales. C'est par exemple la route des Ksour. Un Ksar en arabe, c'est un château, une forteresse en terre ocre, en boue. Et donc, ils sont en général fabuleux, c'est très très beau. Je vous conseille d'aller au Maroc voir des Ksour, par exemple, dans les régions berbères autour de Ouarzazate. Et justement, là, donc, c'est fait de telle sorte parce qu'il y ait des retombées économiques pour les populations locales et c'est un tourisme de type vert et durable. D'autres idées qui pourraient être fascinantes pour l'Afrique, il suffirait, donc c'est le projet Desertec qui est dans les tiroirs, il n'existe pas encore, mais si on recouvrait de panneaux solaires 3% du Sahara, on pourrait subvenir avec cette énergie propre et renouvelable aux besoins d'électricité de l'ensemble de l'Union européenne. Donc, si on renforçait nos coopérations avec l'Afrique plutôt que de nous barriériser le dispositif Frontex de l'Union européenne qui empêche les migrants africains de venir, enfin, si on retrouvait une vraie coopération avec l'Afrique, entre les Européens et les Africains, eh bien, très certainement, il y aurait beaucoup d'opportunités pour que ce continent décolle plus vite et dans le bénéfice de tout le monde. Voilà, alors donc, dernier point d'espoir, aussi sortir de cette image d'une Afrique enfermée dans les dictatures, les conflits. Il y a aussi une vague citoyenne
de révoltes dans tout le continent. Par exemple, en 2011, les printemps arabes, la jeunesse refusant la dictature, la corruption policière, hein, le jeune Bouazizi qui s'est immolé par le feu en Tunisie en 2011, en décembre 2010, puis ça donnait donc des révoltes qui ont duré pendant tout le mois de janvier 2011, eh bien, il s'était donné le feu, il s'était immolé parce que la police était venue lui demander, il avait un petit étal de fruits prélevé, donc un pot de vin, hein, un bakshish, una mordida, comme c'est souvent le cas dans ces pays-là. Et donc, sa révolte a fait tache d'huile. Tous les jeunes se sont reconnus dans ce jeune diplômé. Hein. Il avait des diplômes, mais on ne trouve pas de travail. Souvent, quand on est jeune dans des pays dont l'économie ne marche pas très bien. Et ça a donné donc une révolution qui a fait tomber le dictateur Ben Ali. Il y en a plein d'autres, hein, notamment ces mouvements citoyens, des gens qui réclament les libertés et la démocratie. Au Burkina Faso, en Afrique subsaharienne, en 2014, hein, un chanteur de reggae et un chanteur de rap qui s'appelle Sam Skleja, celui de reggae, ont utilisé leur popularité pour lancer un mouvement, le Ballet citoyen, qui a rempli les rues et a fait tomber le dictateur Blaise Compaoré, qui était à la tête de ce pays depuis plus de 20 ans. Hein. Et donc, on voit dans toute l'Afrique émerger des revendications donc sociales, politiques, pour une vie meilleure et casser avec cette image d'une fatalité, des dictatures, de la corruption. In the barren fields just outside Sidi Bouzid lies the body of 26-year-old Mohamed Bouazizi in the peace and dignity that eluded him in life. His fresh grave marked only by the Tunisian flag that drapes over it. On December 17th, Mohamed Bouazizi, a single man who had supported his widowed mother and siblings since the age of 10, took to the streets with his fresh produce cart to earn a day's wage. At around 10 a.m., as he was making his way through the streets, the policewoman began to harass my son, so he called his uncle to help him. She left him alone, only to return later to confiscate his cart. Mohammed said no. The policewoman took the fruit, but when she tried to take his scales, Mohammed refused. She slapped him and began to insult and curse his father. Mohammed, frustrated and ashamed by the public humiliation he endured at the hands of police, set himself on fire outside the local municipality building. His closest friends, anguished by Mohammed's actions, took to the streets and began a popular uprising that lasted for weeks before it toppled the 23-year-old rule of President Zain Abidine Ben Ali. In one of the most foretelling moments at the peak of the Tunisian uprising, the soon-to-be ousted president visited a badly burned Bouazizi in his hospital bed just before he died. Police delivered the body to the family for burial under tight security, afraid news of his death would only fuel the uprising even more. Voilà, en fait, elle ne marchait pas la vidéo tout à l'heure, donc je vais l'arrêter. Voilà, elle ne marchait pas la vidéo tout à l'heure, donc, parce que ça fait plusieurs fois que j'enregistre. Bon, voilà, bon, on a vu un petit peu l'ambiance, pas la peine d'y passer plus longtemps. Et donc voilà, on voit bien que donc, cette Afrique, dans le Grand 1, avait des problèmes structurelles, des difficultés à se développer. Et puis, on se rend compte aussi, hein, dans le Grand 2, qu'il y a toute une série de facteurs qui font qu'elle peut décoller. Alors, en réalité, le Grand 3, ça pourrait être donc une conclusion pour nous montrer que les situations sont très différentes. Hein. L'Afrique, les Africains, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des situations très hétérogènes. Et je reviendrai sur cette carte plus tard. Et justement, pour terminer, je voulais faire un petit exercice qui serait donc la réalisation d'un tout petit schéma dans la copie, très facile à faire, comme une espèce de boule de glace. Hein, et puis, je vous demande pendant 5 minutes de trouver un titre problématisé et de remplir les commentaires défigurés qui n'apparaissent pas. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous posiez la vidéo plutôt que je mette 5 minutes de vide. Hein, vous allez faire une pause, réfléchir, et puis on corrige quand vous avez fini. Donc voilà, vous avez fini. Alors je vous propose donc comme titre, qu'est-ce qu'on aurait pu mettre? Justement, l'inégalité des régions africaines face aux défis du développement, hein, plutôt que de dire des contrastes en Afrique. Il faut problématiser par rapport au sujet. Et puis on commencerait en rouge par l'Afrique du Sud,
qui est donc une puissance régionale émergente, le seul pays de la région qui est membre du G20 et des BRICS. Hein, donc c'est un PED qui est à la frontière de devenir un pays du Nord, mais qui ne l'est pas encore. Ensuite, il y aurait en rose ce qu'on appelle les lions de l'Afrique. On aurait pu rajouter le Nigeria. Bon, il y a des pays qui sont à la limite. Ce sont donc les pays dont l'IDH est le plus élevé, où il y a une classe moyenne plus consistante. Donc, on mettrait des PED en essor avec un IDH moyen, voire qui augmente rapidement, en enlevant évidemment la Libye, qui est plongée dans un conflit, une guerre civile aujourd'hui. Et puis il y aurait en orange, pas en marron, mais plutôt en orange, cette carte n'est pas de moi, je l'ai reprise et j'ai un petit peu adapté. En orange, il y aurait donc des PED qui sont soit pétroliers, soit qui ont un haut niveau de vie, comme la Namibie, le Botswana, vous voyez, à côté de l'Afrique du Sud, le Kenya, qui a du tourisme et des exportations agricoles. Donc des PED intermédiaires qui sont dans une situation plutôt meilleure que le reste du continent. Et puis il reste une grande marge de périphérie jaune, de périphérie de pays mal intégrés à la mondialisation, qui sont majoritairement des PMA, donc des PED en difficulté, dont les PMA. Sur la quarantaine de PMA, vous savez que quasiment tous sont africains, à part quelques demi-douzaine en Asie et Haïti en Amérique du Sud. Et donc, leur IDH est faible. Vous voyez, un médecin pour 20 000 habitants en moyenne, ça veut dire que si vous avez une crise, une pandémie de type coronavirus ou autre, eh bien, vous n'avez absolument aucun moyen d'y faire face. Voilà. Et puis, justement, très souvent, ces périphéries jaunes, elles restent dans les régions de conflits, de famines. Les grandes famines sont liées surtout aux conflits. Et donc, on a une Afrique à plusieurs vitesses, évidemment, en terminant par les zones grises, ces lieux de conflits de forte intensité, des guerres civiles, des groupes terroristes installés, et qui donc sont des lieux de forte tension et de difficulté, mais par contre sont intégrés à la mondialisation, puisque ce sont les lieux de tous les trafics illicites internationaux, culture d'opium, trafic de personnes, trafic d'armes. Donc, ce grand 3, il se ferait en plusieurs sous-points. On pourrait classer ces différents pays. Ça nous ferait 4 sous-parties, si vous voulez, qui seraient le fil du grand 3, en commençant donc, par l'Afrique du Sud. Et sur l'Afrique du Sud, donc le pays le plus développé du continent, justement, ce qu'on pourrait faire, c'est changer d'échelle. Vous vous rappelez que le géographe adore changer d'échelle et regarder que justement, à échelle nationale, c'est plus compliqué. À l'échelle du continent, l'Afrique du Sud, elle est donc un pays très important, c'est 20% du PNB de toute l'Afrique subsaharienne. C'est le seul pays, comme j'ai dit, membre donc, du G20, les 20 pays les plus riches de la planète, qui représentent l'Afrique. Le Nigeria, en réalité, a un PNB plus important que l'Afrique du Sud, mais il a 200 millions d'habitants, alors que l'Afrique du Sud n'en a que 50. Donc, c'est l'Afrique du Sud, le vrai pays émergent de la région, et qui siège au G20. Donc, un pays qui est en plein boom, qui a des entreprises, comme on l'a vu. Donc, par contre, quand on change d'échelle, on se rend compte qu'au niveau géographique, cette richesse est concentrée dans le cœur économique Pretoria, Johannesburg. Johannesburg étant la capitale économique, Pretoria la capitale politique. On y rajouterait quelques villes du littoral et surtout le grand port du Cap. Mais une fois qu'on est sorti de ce cœur économique qui enferme les 2/3 de la richesse du pays, la grande masse du territoire est constituée par des périphéries en marge, des régions de population très pauvres, rurales, souvent noires. Et donc, ça vous montre que même dans le pays le plus riche du continent, eh bien, il y a encore des problèmes. Comme nous le raconte souvent cet auteur génial qui s'appelle Coetzee, qui est donc le prix Nobel de littérature sud-africain, qu'il a eu dans les années 2000, il est décédé depuis. Ses bouquins sont géniaux, c'est très facile à lire en anglais. Par contre, c'est très très dur, on a toujours l'impression que ça ne s'arrangera jamais entre noir et blanc en Afrique du Sud, que il y a les questions de la fatalité, de la pauvreté, des situations terribles. Et puis, j'avais aussi un petit reportage de l'AFP
qu'on verra après, justement pour montrer hein, que ces inégalités, y compris dans les pôles économiques, elles sont très fortes, hein, dans les grandes métropoles sud-africaines, comme Johannesburg, la capitale économique. Vous avez d'un côté un CBD très moderne, avec les entreprises, les firmes transnationales, une population, une élite plutôt blanche, même s'il y a une nouvelle élite noire hein, qui s'est intégrée à l'élite blanche. Et puis, la majorité des Noirs hein, vivent encore dans des bidonvilles, ce qu'on appelle des townships. Hein, c'est là que s'est fait le combat contre l'apartheid, le régime raciste qui divisait hein, dans la loi les Blancs et les Noirs. Ils ne pouvaient pas aller aux mêmes endroits, ils ne pouvaient pas aller dans les mêmes plages. Et donc, si vous avez suivi cette histoire autour de la figure de Nelson Mandela qui a libéré le pays de ce terrible régime, eh bien, ça s'est fait dans les townships, hein, dans ces bidonvilles où les Noirs vivent encore dans des situations très précaires. Voilà un exemple que nous, à travers l'AFP. 20 ans après la fin de l'apartheid, les violences continuent dans les townships d'Afrique du Sud. Les habitants protestent contre l'insalubrité de leurs habitations, le manque d'eau courante, d'électricité et surtout le manque d'écoute de la part du gouvernement. Nous devons être violents. Nous n'avons pas le choix, vu que le gouvernement ne nous écoute pas. Peut-être qu'avec de la violence, on sera entendu. Environ 40% des ménages sud-africains habitent dans des townships. Situés dans la périphérie des villes, ces quartiers de tôle ont été le théâtre d'affrontements sanglants il y a 20 ans. Durant l'apartheid, les Noirs étaient expulsés des métropoles, contraints de vivre ici. 2 décennies après la fin de l'apartheid, beaucoup vivent toujours ici, faute de moyens. Milton partage cette chambre avec sa famille à Soweto, dans le sud-ouest de Johannesburg. Nous ne connaissons pas la liberté ici. Nos vies n'ont pas changé. Nous n'avons pas de toilette ni d'eau courante. Nous utilisons de la paraffine pour cuisiner et on vit avec des bougies. À Soweto, ils sont nombreux à subir les mêmes conditions. La frustration est palpable, mais pour les générations qui ont connu les conflits violents, les sentiments sont très différents. Ils se sentent reconnaissants pour le présent. Les gens ici, ils couraient la nuit. Les Blancs, ils leur tiraient dessus. Un homme est mort dans ma cour. Mais aujourd'hui, je crois que tout va bien parce que vous voyez plus ça. Maintenant, à Soweto, c'est 1000 fois mieux. Du changement, il y en a eu, grâce aux quelques 35 milliards d'euros investis à Soweto par les autorités et les fonds privés, et aussi grâce à la Coupe du Monde en 2010. Les rues sont goudronnées, un centre commercial a ouvert ses portes et un théâtre monumental a vu le jour il y a 2 ans. La ville est devenue pour certains le nouvel endroit à la mode. D'après le dernier recensement, les 1,3 million d'habitants de Soweto auraient un pouvoir d'achat combiné de 750 millions d'euros et la classe moyenne ici se développe. Mais les violences dans les townships prouvent que malgré l'indépendance politique gagnée par Mandela, l'Afrique du Sud connaît toujours de fortes inégalités sociales. Donc voilà, hein, de fortes inégalités sociales, c'est-à-dire que si on est blanc en Afrique du Sud, on a une espérance de vie qui est 20 ans plus grande que celle des Noirs. Hein, c'est 71 ans pour les Blancs et 51 ans pour les Noirs. Hein, vous vous rappelez, il y a 20% de la population qui est touchée par le virus du sida. C'est donc un pays qui montre bien qu'à différentes échelles, hein, à un niveau régional, mais aussi à l'intérieur de la société, eh bien, le développement est tout relatif en Afrique. Voilà. Et puis, donc on terminera la prochaine fois. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue pour être sûr de pouvoir l'exporter. On terminera en évoquant donc la deuxième catégorie qui serait les lions de l'Afrique, hein, les pays du Maghreb, la Libye exceptée aujourd'hui qui est plongée dans la crise, une série de pays du Golfe de Guinée, voire le Kenya, la Namibie, hein, qui sont donc les autres pays qui fonctionnent en ce moment suite au prochain numéro.